Bonjour. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est une présentation sur le précambrien. Je trouvais ça intéressant. On a parlé jusqu'à présent de géodynamique interne de la Terre. Donc le précambrien, c'est une période, si on se réfère encore une fois à notre échelle des temps géologiques, hein, c'est la période la plus ancienne. Donc évidemment, lors du dernier cours, on a notamment abordé toute la question en lien avec l'histoire de la formation de la Terre. Donc, le précambrien, c'est quoi? Ça représente évidemment là, la plus ancienne, la plus longue période de l'histoire de la Terre. Si on se réfère encore une fois à la figure précédente, c'est environ 88% de l'histoire terrestre. De la forme, donc, soit en fait de la formation de la Terre, où on pense que c'est environ de 4,6 milliards d'années jusqu'à environ 542 millions d'années par rapport à aujourd'hui. Donc, c'est une période qui est divisée en trois. Hein? Donc, si on se réfère encore une fois à la figure qui est juste ici, on les voit. Donc, il y a l'Adéen, il y a l'Archéen et il y a le Protérozoïque, juste ici. Donc, l'ADN, c'est environ 4 en fait, la formation de la Terre, 4,6 milliards à 3,850 à peu près. C'est la période la plus ancienne. C'était vraiment lorsque la Terre était en grande partie en fusion, subissait des bombardements météoritiques. Premier océan et atmosphère primitive se sont formés à peu près à l'ADN. L'Archéen, lui, c'est plus, on parle d'environ 3,8 à 2,5 milliards d'années. C'est là que la Terre commence à se refroidir, permet la formation des premières croûtes continentales. Les plus anciennes formes de vie, qui sont en fait bactériennes, apparaissent à cette époque-là. Euh, voilà. Et le protérozoïque, lui, c'est environ 2,5 milliards à 542 millions d'années. Et c'est au cours de cette période-là là, que l'atmosphère a subi des changements majeurs. L'oxygène s'est accumulé dans l'atmosphère, puis ça a permis évidemment l'apparition des premières formes de vie, multicellulaires notamment. Euh, c'est évidemment c'est dans cette période-là qu'on trouve les roches les plus anciennes. Hein. Donc les plus vieilles datent d'environ 4, à peu près 4 milliards. Là. Ce sont des gneiss au Canada. Puis les plus anciens grains de zircon, ils ont été datés jusqu'à présent à peu près. Là, ça nous remonte à 4,4 milliards d'années à peu près. Euh, il n'y a aucune roche, en fait, qui d'âge de 4,6 milliards qu'on associe là, à la création de la Terre. Pourquoi? Pourquoi il n'y en a pas à 4,6? Ça s'explique par le fait que la Terre est géologiquement, évidemment, très active. Il y a eu du recyclage, les roches les plus anciennes à travers la tectonique et ainsi de suite. Ce qui rend, évidemment, ces roches-là inaccessibles aujourd'hui. Et évidemment, la croûte terrestre, telle qu'on la connaît, a subi une érosion assez intense, éliminant malheureusement toute trace de cette période-là. Continuons maintenant. Donc l'Archéen, évidemment, c'est comme je vous disais, c'est là qu'on retrouve évidemment là, les premières formes de vie, notamment des organismes qu'on appelle des organismes prokaryotes, comme des cyanobactéries. L'Archéen, c'est évidemment les continents qui ont commencé à se former aussi à partir des croûtes primitives. Les premières roches sédimentaires volcaniques ont été déposées. Et évidemment, là, à cette époque-là, au niveau de l'Archéen, très peu d'oxygène. Hein. Versus le protérozoïque, où là, c'est vraiment la concentration d'oxygène dans l'atmosphère qui a progressivement augmenté grâce à la photosynthèse des cyanobactéries et ainsi de suite. Le précambrien est important. Il joue un rôle important dans les formations géologiques, biologiques de la Terre. Donc, évidemment, là, c'est un gros morceau. Hein, c'est essentiel à l'histoire géologique de la Terre. Donc, je pense qu'il vaut la peine d'être abordé en détail. Euh, Au début de l'Archéen, il y a 4 milliards d'années, la Terre est évidemment recouverte par quoi? Par un océan. Un océan pas d'eau, mais de magma. C'est un magma qui résultait de la chaleur qui était intense, générée par la désintégration radioactive là, des collisions planétaires qu'on a abordées dans le dernier cours. Sa composition, donc de la croûte à l'époque de l'Archéen, c'est essentiellement des silicates riches en fer et puis en magnésium. C'est des minéraux formés de roches ultramafiques. Et c'est à cette époque-là qu'on est en phase de refroidissement. Là.
Évidemment, bon, le refroidissement progressif de la Terre il a entraîné la cristallisation du magma en une croûte qu'on appelle quand même assez solide. Donc, c'est une phase importante là, au niveau de la croûte terrestre. Ça a marqué le début, évidemment, là, des cycles de formation qu'on appelle des continents primitifs et jusqu'à former les premières, en fait, protoplaques tectoniques, si on veut. La croûte terrestre actuellement, elle est divisée en deux grandes parties. Il y a une partie dense et une partie moins dense. Donc la partie dense, on l'appelle mafique. C'est dominé par quoi? Par des basaltes. Donc pendant l'Archéen, cette partie-là est principalement constituée de ce qu'on appelle des comatites. C'est une partie qui se forme là aujourd'hui. En fait, c'est cette partie-là aujourd'hui qu'on appelle la croûte océanique. Puis il y a une partie moins dense qui est appelée felsique, qui est dominée par des granites. Puis c'est celle-là qu'on appelle la croûte continentale. La formation de la croûte terrestre est un phénomène évidemment complexe. Hein? Donc, ce que vous avez ici, au niveau des diagrammes qui est présenté sur cette diapositive-là, ça montre des âges modèles qui ont été obtenus en utilisant des relations isotopiques. On a parlé des datations isotopiques. Donc, c'est souvent utilisé pour dater des événements géologiques anciens. Puis, ça permet de suivre, en fait, la formation de la croûte terrestre à partir du manteau. Donc, c'était juste pour vous montrer un petit peu là, de quelle manière là, les scientifiques ont pu reconstituer, si on veut, là, cette histoire-là. Alors, si on se réfère encore une fois à la formation de l'atmosphère, ben, l'atmosphère primitive de la Terre avant environ 2,5 milliards d'années contenait presque pas d'oxygène libre. C'était dominé par du dioxyde de carbone, par des vapeurs d'eau, par du méthane, par de l'ammoniac aussi. Mais il n'y avait pas d'oxygène moléculaire, là, carrément. Là. Ce qui est évidemment essentiel à la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui, il n'y en avait pas. Donc les gaz de l'atmosphère proviennent évidemment de ce qu'on appelle un dégazage volcanique lors de l'accrétion de la Terre, des comètes, des météos riches en éléments, comme on a parlé aussi. C'est une atmosphère primitive riche en gaz à effet de serre, donc on l'a dit, là, en CO2 puis en CH4, là, en méthane puis en dioxyde de carbone. Donc ça a provoqué un effet de serre intense qui a maintenu la température de la surface suffisamment élevée pour éviter que l'eau ne se condense pas trop vite, puis ça a fermé des océans. Donc c'est un phénomène qui a probablement retardé en fait tout ce qu'on appelle l'hydrosphère durant les premiers milliards d'années. Ici, vous avez ce qu'on appelle les TTG. C'est quoi? Ce sont des roches ignées, donc des roches formées là, dans les premiers stades de la croûte terrestre. Des roches très élevées en silice. Et couramment trouvées dans ce qu'on appelle les vieilles structures géologiques archéennes à l'échelle de la Terre. Puis, ce que vous avez ici, ce sont deux hypothèses. Il y a une hypothèse verticaliste et une hypothèse horizontaliste. Donc, évidemment, verticaliste, ce que vous voyez en fait là, juste à gauche, c'est une hypothèse où la formation de ces rochiniers-là sont attribués à des fusions partielles de la croûte terrestre qui se sont produits par un épaississement de la croûte par l'accumulation de matériel volcanique, comme vous voyez ici. Et l'autre hypothèse horizontaliste, c'est des chercheurs qui pensent que ces rochiniers-là se sont formés plutôt dans un contexte de subduction, que vous voyez ici. Donc le modèle là, des plaques océaniques qui sont subductées sous des plaques continentales, entraînant là, des roches, évidemment, là, dans le manteau supérieur. Donc, c'est des modèles de formation, en fait, deux hypothèses qui sont encore aujourd'hui débattues. Mais bon, évidemment, il est possible que ces rochiniers-là qu'on parle, là, les TTG, se soient formés par plusieurs processus là, en fonction des contextes géodynamiques spécifiques à l'Archéen. Mais au niveau de l'état des connaissances, là, au niveau de la formation là, de la croûte terrestre, là, c'est un peu les deux modèles là, qui sont fréquemment débattus. Ici, ce que cette diapositive-là met en évidence, c'est qu'en fait, certaines des plus anciennes roches de la croûte terrestre, en fait, ça vous met un peu là, l'état des connaissances là, au niveau des roches des plus anciennes. Là, je vous ai parlé tout à l'heure des gneiss d'Acasta.
Ce sont des roches canadiennes, on parle d'environ 4,04 milliards d'années. Ça a été daté par uranium-plomb. C'est pas mal dans les roches là, les plus anciennes connues. Là. Puis ces niaises-là. Il y a des niaises au niveau du Groenland qu'on date à 3,8 milliards d'années également. Donc, et puis il y a des zircons en Australie qui, évidemment, les zircons étant des traces de ces anciennes roches-là. Donc, c'est des minéraux très résistants qui sont formés dans des roches magmatiques. Donc, les zircons, les remontent en fait à 4,4 milliards d'années peut-être. Là. Donc, on parle de très vieilles surfaces, là, des roches associées à de très très vieilles surfaces. Ici, ça vous montre un peu ce qu'on appelle là, la Greenstone Belt située près de la baie d'Hudson dans le nord du Québec qui contient certaines de ces roches-là, les plus anciennes du monde. Donc, c'est un beau petit terrain de jeu pour les géologues qui s'intéressent sur sur les débuts, là, sur toutes les périodes là, archéennes là, du précambrien. Là, ça met un peu l'état des connaissances. Jonathan O'Neill, 2012, que vous voyez ici, est un ancien étudiant de l'UQAM qui a beaucoup travaillé avec Ross Stevenson, qui est professeur en sciences de la Terre, à dater ces vieilles roches-là. Donc, voilà. Et bon, ici, au niveau de la formation de l'atmosphère, hein, il y a quatre évidences. Donc, il y a l'absence d'oxyde de fer dans les roches sédimentaires archéennes. Donc, comme je vous dis, c'est des évidences liées à l'atmosphère primitive qui manque d'oxygène libre. Donc, il n'y a pas d'oxyde de fer dans les roches sédimentaires. L'autre évidence, c'est qu'il y a une présence de cristaux non oxydés. La troisième, c'est que les roches sédimentaires archéennes foncées dues à la présence du carbone non oxydé. Donc, il n'y a pas d'oxydation. Donc, ça donne quand même une bonne idée. Puis, il n'y a pas de carbonate dans les séries sédimentaires archéennes aussi. Hein. Les carbonates ont besoin d'une atmosphère riche en CO2 puis un environnement moins acide. Donc, il n'y en a pas à ce moment-là. Donc, c'est toutes des évidences qui montrent un peu là, le manque d'oxygène libre là, au niveau. Si vous posez la question comment on fait pour le déterminer, là, c'est comme ça. Ici, ce que ça vous montre, c'est l'apparition des formations de fer rubané qu'on appelle en anglais des BIF, donc des Banded Iron Formations, qui est évidemment là, importante. Pourquoi? Parce que c'est l'importance de ces structures-là dans l'histoire précoce de la Terre qui sont en lien avec l'évolution de l'atmosphère. Donc, ça vous montre l'atmosphère primitive de la Terre jusqu'à la fin de l'Archéen, qui manquait d'oxygène libre. C'est évidemment une absence d'oxygène qui a permis le développement des formations géologiques caractéristiques, dont les BIF. Donc, ce sont des formations de fer rubané, des sédiments marins formés par des précipitations alternées de couches d'oxyde de fer. Donc, c'est composé de lamination rouge, donc les oxydes de fer, des laminations grises qui sont des fers non oxydés. Donc, les bandes rouges représentent le fer oxydé, évidemment. Donc, là, on parle de l'apparition des BIF vers la fin de l'Archéen, entre 1,8 et 3 milliards d'années. Donc, là, on parle vraiment, ça correspond en fait à une période où les grandes quantités d'oxygène ont été libérées dans l'atmosphère. Donc, ça, c'est quand même important. C'est un phénomène qui est en grande partie lié à l'activité biologique, comme la photosynthèse des cyanobactéries, j'en ai fait mention déjà. Donc, l'altération chimique des continents, et ainsi de suite. Ici, vous voyez encore une fois d'autres évidences. Donc, les organismes archéens possédaient des métabolismes anaérobiques c'est ça. Donc, ça n'a pas besoin. Qu'est-ce que ça veut dire anaérobique? C'est que ça n'a pas besoin d'oxygène pour leur fonction vitale. Hein? Donc, en fait, même l'oxygène était toxique pour eux. Donc, voilà, ça vous donne un peu une idée. Donc, ces organismes-là, en fait, meurent dans des conditions oxygénées parce que l'oxygène est très réactif, ça aurait perturbé leur chimie interne. Donc, ça vous donne un peu une idée. Donc, bref, absence d'oxygène, condition essentielle à la vie primitive dans le cas. Ici, ça montre que l'origine de l'eau sur la surface de la Terre, c'est en lien avec l'atmosphère primitive. Donc, l'origine de l'eau sur Terre, présente ici, ben, ça vient du dégazage. Donc, c'est le processus qui s'est déroulé durant les premiers, je dirais, 1000 millions d'années de la formation de la planète. La Terre, toujours en cours de formation, subit une activité volcanique importante. Ça a conduit à l'émission de gaz, y compris de la vapeur d'eau, depuis les profondeurs de la planète.
Donc, et l'eau dégagée de cette époque-là a progressivement commencé à s'accumuler sur des surfaces, puis ça a formé les premiers océans. C'est un phénomène évidemment de condensation qui a permis de constituer une quantité importante d'eau liquide sur Terre, facilitant l'émergence d'environnements océaniques. Donc, c'est là les traces là, des environnements primitifs océaniques, si vous voulez. Puis, bon, évidemment, l'évidence via des roches sédimentaires marines trouvées à 3,8 milliards d'années, c'est les preuves, en fait, de la présence de l'eau directement en lien avec ces roches-là. Ici, vous voyez deux stages. Donc, stage 1, stage 2. Donc, stage 1, c'est l'incorporation des volatiles puis le dégazage qu'on parlait. Et le stage 2, c'est l'effet de serre prolongé. Donc, l'abondance de CO2 et des vapeurs d'eau qu'on vient de faire état. Vous avez le stage 3 puis le stage 4 qui sont juste ici. Donc, évidemment, la majeure partie de l'eau présente à la surface de la Terre vient du dégazage. Vous l'avez juste ici. Donc, c'est l'étape en toute de condensation qu'on voit ici. Puis, par la suite, recyclage à la phase 4 là, du CO2. Ici, ben, vous avez en fait, encore une fois, au niveau de la formation de l'atmosphère, le développement riche en O2 vers la fin de l'Archéen et le processus de photosynthèse pour lequel les bactéries et les plantes produisent évidemment le tout. Donc, c'est un mécanisme clé à l'origine de l'enrichissement de l'atmosphère, évidemment, en oxygène. C'est biochimique. Encore une fois, lié aux cyanobactéries qui utilisent l'énergie solaire pour convertir le dioxyde de carbone et de l'eau en O2. Donc, ça a vraiment permis la production massive d'oxygène libre, finalement. Ici, ben, ça porte surtout sur le développement là, de l'atmosphère riche en O2 encore à la fin de l'Archéen. Donc, les lits rouges qui représentent évidemment là, les roches sédimentaires en lien avec les oxydes de fer. C'est des roches qui incluent, vous allez le voir plus tard, mais des roches qu'on appelle des shells, des siltstones, des grès. C'est des roches plus jeunes, vers 1,8 million d'années. 1,8 milliard, pardon. Et ces dépôts-là se forment après la disparition des Banded Iron Formations, les fameuses là, formations ferrugineuses qu'on a vues avant, là, rouges, là, qui dominent là, les sédiments plus anciens. Puis il y a des carbonates, tels que des calcaires, des dolomies, qui apparaissent dans des séquences stratigraphiques en même temps que les lits rouges. Donc, ça donne encore une fois une autre évidence là, de cette atmosphère-là qui s'enrichit. Les gaz puis les autres éléments volatiles à la surface de la Terre ont subi des changements. Donc, forcément, ben, la formation de l'hydrosphère est liée à ce dégazage-là. Donc là, on va avoir toutes la formation de précipitations liquides, d'accumulation d'eau dans des bassins océaniques. Puis il va y avoir évidemment là, la dissolution des gaz atmosphériques dans l'eau qui prépare en fait là, la Terre à des conditions de vie adéquates. Et ici, ben, cette diapositive-là vous montre quoi? Vous montre évidemment que les océans archéens jouent un rôle important dans la formation des premières formes de vie. Conditions extrêmes des températures et de la chimie ont façonné évidemment là, les premiers micro-organismes adaptés à des environnements là, plus hostiles. Et là, vous avez les étapes 6 et les étapes 7. Donc, l'étape 6, c'est c'est un apport en ions dissous comme le sodium, le chlore, le magnésium, le calcium qui ont commencé à s'accumuler dans des eaux océaniques. Et ça a dû, et c'est probablement lié à de l'altération chimique des roches continentales, donc un processus où les roches sont dissoutes, puis les éléments sont transportés vers les océans, puis toute l'hydrosphère en fait. Puis c'est évidemment important là, pour la stabilisation de la composition des océans, qui va devenir le réservoir majeur pour l'hydrosphère. Et à l'étape 7, ben, c'est à mesure que les océans deviennent moins acides par la diminution de CO2, le calcium s'est combiné au dioxyde de carbone pour former finalement ce qu'on appelle du CSO3, des carbonates de calcium. Donc, évidemment, là, dans les océans, sous forme de coquilles, des structures squelettiques d'organismes marins primitifs qui sont composés de CaCO3, ils vont jouer un rôle important là, aussi pour la régulation chimique là, des océans. Les carbonates de calcium, c'est aussi un des principaux composants des récifs coralliens, des formations calcaires au niveau des roches aussi. Donc, bref, ça vous donne un peu une idée. Ici, vous avez la formation de l'hydrosphère, donc l'océan Larchéen. En fait,
ça met encore une fois en évidence là, toute l'importance de l'apport hydrothermal, les plus acides et anoxiques actuels. C'est tous des éléments importants là, en lien avec la composition des roches qu'on va voir là, au niveau du Précambrien. Au niveau climatique, première glaciation, hein, des évidences, ça on en a parlé. Je vous ai fait état de toute l'importance et de quelle manière on pouvait voir ces glaciations-là. Donc, il y a évidence pour une glaciation d'âge paléo-protérozoïque préservée là, dans plusieurs endroits au niveau planétaire. Là. Donc, on parle d'une glaciation qui a environ 2,4-2,2 milliards d'années. Et ici, ben, évidemment, de quelle manière on peut avoir des traces de ça. Je vous ai fait état de ce qu'étaient les varves. Hein, donc, vous allez en voir sur le terrain bientôt avec moi. Et les thyllites ou les diamictons glaciaires que je vous ai montrés en classe avec la fameuse hypothèse de Snowballert, là, donc, qui serait associée à une glaciation planétaire. Hein. C'est une théorie qui propose que la Terre a reconnu des périodes de glaciation extrême. Ben c'est ça, c'est l'hypothèse de Snowballert. Ça aurait duré pendant presque une centaine de milliers puis de millions d'années. C'est une théorie qui est basée puis qui se repose sur des preuves géologiques provenant, d'une part des sédiments, puis pas des sédiments, mais des roches qu'on retrouve à des latitudes. C'est quand même assez basse. Et il y a quand même, comme je vous dis, là, à l'échelle planétaire, des thyllites puis des diamictites là, qui nous donnent des indications que Snowballers, il y aurait eu des glaciations à cette époque-là. Je reviens à ceci. On a abordé ça aussi en classe. Donc, description des preuves. Hein, donc, ça peut être autant au niveau des affleurements. On va retrouver des surfaces qui sont striées. On peut retrouver également des contacts francs entre des diamictons puis des capes carbonatés, comme vous pouvez le voir là en haut à droite. Vous pouvez également en bas à gauche voir des stratifications, des capes carbonatées qui montrent en fait des environnements marins peu profonds après la fonte des glaciers. Donc ça donne des indications encore une fois. Ici vous allez voir d'autres cailloux striés. Donc bref, il y a quand même des indices solides pour l'hypothèse de Snowballert. Et ici, en fait, qu'est-ce que cette figure-là vous montre? C'est qu'en fait, il y a des preuves géologiques des glaciations globales, mais ici, on s'intéresse aux dépôts glaciaires à l'échelle mondiale et aux variations isotopiques du carbone qui montrent un aperçu des preuves géochimiques stratigraphiques qui soutiennent en fait l'hypothèse de Snowballert. Donc, vous avez ici une carte globale qui montre les périodes glaciaires du Précambrien à gauche. Et à droite, ce que vous avez, c'est un diagramme des dépôts glaciaires puis des isotopes de carbone au centre. Donc, c'est un diagramme qui montre la distribution, là, juste ici. Là. C'est un diagramme qui montre la distribution des dépôts glaciaires stratigraphiques trouvés à différents endroits sur le globe, qui montre les variations isotopiques du carbone et dans les sédiments marins. Donc, les isotopes de carbone sont évidemment un indicateur très important au niveau du changement climatique global parce que ça reflète des conditions chimiques et biologiques de l'époque. Et ça fait pas mal état de ça. Donc, évidemment, c'est pour vous montrer en fait que les preuves stratigraphiques et isotopiques sont solides aussi pour soutenir cette théorie-là. Donc, voilà. Ici. En fait, ce que je veux vous montrer avec cette diapositive-là, ce sont les processus chimiques et géologiques associés à la fin d'une période de glaciation globale, telle que proposée dans le cadre de l'hypothèse de Snowballert. Donc, ça met en fait un peu en lumière les phénomènes de l'image des capes carbonates formés lors du réchauffement climatique rapide. Donc, ça vous montre en fait quoi? Ça vous montre un peu les processus de réchauffement, de fonte des glaciers à gauche. Et à la formation, évidemment, de quoi? Des stratifications océaniques. Donc, ça, on va y revenir quand on va aborder le cours sur les roches sédimentaires. On pourra l'aborder. Mais bref, c'est pour vous montrer un peu là, de la fonte au glacier jusqu'à la sédimentation de ces roches sédimentaires. Le climat. Donc, évidemment, le lien entre les glaciations globales et les phases d'oxygénation
qui sont évidemment des événements cruciaux, ont contribué à une diversification importante de la vie à la fin du Précambrien, notamment en lien avec ce qu'on appelle des fossiles, les fossiles des Diacara. Et en fait, ce sont des fossiles caractérisés par des formes circulaires, notamment. Et ce sont les premiers signes de vie multicellulaire complexe sur la Terre. Ce sont des fossiles qui sont apparus juste avant la fin de la dernière glaciation, suggérant évidemment que l'oxygénation accrue des océans après la fonte des glaciers à cette époque-là a pu fournir des conditions nécessaires à cette comment je peux dire ça, une diversification biologique. Donc voilà, c'est un peu là que je m'en allais avec ça. Au niveau tectonique, pendant l'Archéen, la Terre était évidemment suffisamment refroidie pour permettre la formation des plaques, puis des plaques tectoniques, puis l'activation des processus géodynamiques tels que la subduction puis la croissance continentale qu'on va voir au cours 4 avec moi et avec Jacques Schroeder. Donc, ça vous met un peu les étapes du refroidissement de la Terre jusqu'à la subduction des croûtes archéennes, croissance des continents, le flux thermique archéen qui est plus élevé qu'aujourd'hui en raison de la chaleur résiduelle qui vient de l'accrétion terrestre puis de la désintégration radioactive interne. Et les arcs volcaniques qu'on va voir encore une fois, les Greenstone Belts qu'on va voir notamment au cours 4. Ici, ça aborde essentiellement un débat clé en géologie précambrienne, à savoir que la tectonique des plaques telle que on la comprend aujourd'hui, donc mouvement horizontal des plaques, c'est un modèle adéquat pour expliquer la géodynamique de l'Archéen. C'est un paradigme, la tectonique, puis ça fait l'objet de controverses, donc avec des hypothèses concurrentes, et ainsi de suite. Donc c'est juste pour vous dire un peu là, que ça tient, que les modèles où on en est aujourd'hui, là, on est capable en fait d'en arriver un peu à une explication là, de cette époque-là. Ici, ce que je voulais aborder sur cette diapositive-ci, c'était qu'en fait, ça porte sur l'évolution tectonique du Précambrien. En particulier sur la formation du supercontinent Rodinia au néoprotérozoïque. Donc Rodinia, c'est l'un des premiers supercontinents connus qui s'est formé par l'accrétion et la collision de blocs de la croûte de l'époque. Donc, on parle d'une formation qui date d'environ 1,3 milliard à 900 millions d'années. Et donc, Rodinia, gardez ça en tête, on va y revenir. Donc, c'est un supercontinent du Précambrien. Et évidemment, ça a eu un impact influencé par le climat global, possiblement lié à une période d'intense glaciation qui revient encore à Snowball Earth. Là. Donc, et le supercontinent lui-même aurait peut-être modifié les courants océaniques, atmosphériques, puis déclenchant là, des changements là, climatiques quand même assez importants. Ici, je voulais parler des modèles paléomagnétiques. On va en parler aussi encore cette semaine. Utilisés pour reconstruire le mouvement du continent. Donc, le paléomagnétisme, c'est une technique qui est utilisée pour reconstruire des anciennes positions de continents en mesurant l'orientation magnétique fossilisée dans les roches anciennes. Donc aujourd'hui, les scientifiques sont capables de déterminer les latitudes à laquelle les roches se trouvaient lorsqu'elles se sont formées, en utilisant la position, c'est ça, de l'orientation magnétique là, de l'époque. Donc, et ça, vous allez voir, il y a différents modèles qui nous permettent d'y arriver. Donc, on pourra l'aborder. J'ai un volet paléomagnétique dans le cours de la semaine 4. Ici, je voulais vous montrer deux configurations hypothétiques concernant les relations paléomagnétiques entre les continents Sibéria, Laurentia, pendant la formation de Rodinia. Donc, il y a deux modèles. Donc, ça vous montre un peu là, la position lors de il y a 1 milliard d'années à 950 millions d'années. C'était pour vous montrer un peu où on en était avec la position de ce supercontinent-là. Maintenant, je voulais aussi vous montrer un peu la corrélation qu'on fait au niveau de la stratigraphie. On a abordé des concepts de stratigraphie, notamment au premier cours. Donc, c'était pour vous montrer qu'en fait, on utilise à différents endroits dans le monde des coupes, des colonnes stratigraphiques, des descriptions d'affleurement qu'on fait et on les met en relation un par rapport à l'autre pour reconstruire un peu cette ancienne histoire-là qui date là, d'il y a longtemps.
Et ici, je vais vous montrer un peu la reconstitution paléogéographique de ce supercontinent-là, Rodinia. Il y a environ 9... Ici, on parle d'environ 9 millions d'années. Je vous ai mis les références, là, si vous voulez aller lire les articles des scientifiques qui ont recréé un peu là, ces anciens environnements-là. Et maintenant, vous avez ici une série de cartes paléogéographiques qui illustrent l'évolution de la formation du supercontinent Rodinia au cours de différentes périodes. Donc, vous avez un peu la chronologie juste en haut à gauche de chacune des cartes. Donc, on voit qu'il y a 1 milliard d'années, les continents commencent à converger, à former des zones de subduction et progressivement, à 7,780 millions d'années, le supercontinent est pleinement assemblé. Commence à montrer des signes de fragmentation par contre, mais ça vous donne un peu là, une idée là, de commencer à bouger à travers le temps. Et on continue en fait cette chronologie-là jusqu'à environ 530 millions d'années, où là on voit qu'il y a une fragmentation qui se fait surtout à la fin, qui donne naissance à des blocs continentaux, qui commencent à comment dire, préfigurer un peu là, comment je pourrais dire, se préfigurer c'est ça, les futurs continents océans là, vers la formation de Gondwana. Donc, on va en parler, là, Gondwana, qui est un assemblage de supercontinents qui va se former entre 600 et 500 millions d'années. Hein. Vous allez voir, là, c'est assez cyclique à travers l'histoire de la Terre, la formation de ces continents-là. Donc, ici, vous avez la formation, l'éclatement du supercontinent Rodinia durant le Précambrien. Donc, ça montre un peu l'impact du processus interne profond qu'on appelle des superplums sur la figure là, qui est juste ici. Donc, c'est un éclatement qui a eu lieu à peu près vers 750-600 millions d'années qui a entraîné là, la formation là, des continents là, qui allaient se composer après au Phénérozoïque. Donc, superplum, c'est quoi? C'est des panaches. Hein? Vous les voyez ici. Là. Ce sont des panaches mantéliques de grande envergure qui proviennent des profondeurs de la Terre. Ce sont des panaches chauds qui remontent vers la surface, qui causent une convection dans le manteau, donc une circulation qui peut induire des mouvements tectoniques. Donc, on appelle ça aussi des avalanches mantéliques. Et ça a eu un impact sur la formation, justement, là, à cette époque-là de Rodinia. Ici, vous avez une vue en fait de l'ensemble de l'évolution de la vie sur Terre. On se concentre évidemment sur deux périodes majeures là, en ce qui nous concerne. Donc, on se concentre beaucoup sur la partie ici un peu plus ancienne. Donc, sur l'Archéen, le Protérozoïque qui est important. Hein, donc, et par la suite, là, un peu plus récent jusqu'à ici. Mais bref, ici, on se concentre en ce qui nous concerne sur le Protérozoïque. Donc, on a parlé de l'apparition des premières traces. Là, on est là-dedans, là, nous autres. Ici, vous avez les premiers grands jalons de la vie durant le Précambrien. Hein? Donc, une période là, qui s'étend évidemment de la formation de la Terre jusqu'à l'explosion cambrienne. Donc, c'est les points clés hein, qu'on retrouve juste ici, donc de l'atmosphère, donc dépourvu d'oxygène, comme on l'a vu, à progressivement, ce que vous voyez ici, la biosphère, donc les premières traces de vie qui remontent à 3,5 milliards d'années sous forme de stromatolites, de fossiles, de cyanobactéries. Donc c'est là qu'on s'en va. Donc la vie, donc abordons la vie, on avait abordé un peu lors du dernier cours hein, l'impact des théories notamment au niveau de la vie, en particulier durant l'Archéen, donc des théories qui suggèrent qu'il y a du matériel organique nécessaire à la formation de la vie qui pourrait provenir de sources extraterrestres, hein, donc des météorites, des chondrites carbonées. C'est des théories qu'on pense. Pourquoi? Parce que bon, il y aurait eu des météorites primitifs riches en composés organiques complexes qui auraient apporté des molécules telles comme des acides aminés ou d'autres éléments là, précurseurs biologiques sur Terre. Donc, c'est des molécules essentielles qui pourraient provenir des météorites et des chondrites. Donc, voilà. Donc, c'était juste pour vous dire, dans le fond, que ces éléments-là sont quand même omniprésents dans le système solaire. Puis ça a probablement enrichi la Terre pour nous amener à ce qu'on en est aujourd'hui. Et évidemment, il y a 4 composants fondamentaux nécessaires pour la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et ce sont les suivants. Donc, des protéines, des acides nucléiques, des composés organiques phosphorés, puis des membranes cellulaires. Donc, les protéines, ce sont des chaînes d'acides aminés qui sont constituées de structures cellulaires, de tissus organiques.
Ça joue également un rôle en tant qu'enzyme, donc c'est important. Il y a des acides nucléiques comme l'ADN, l'ARN, ce sont des molécules porteuses d'informations génétiques. Donc quand on parle d'ADN, c'est ce qu'on appelle des acides nucléiques. Et des composés organiques phosphorés. Donc, ça joue évidemment un rôle. Bon, c'est ce qu'on appelle des ATP, des adénosines triphosphates, qui jouent un rôle clé dans la phosphate et le transfert d'énergie dans les cellules, et les membranes cellulaires elles-mêmes, donc des barrières qui entourent les cellules, qui les compartimentent, hein, si on veut. Donc, ce sont des éléments importants là, pour le tout. Et ici, si on met dans le contexte de l'atmosphère primitive pauvre en oxygène, ben, l'atmosphère anaérobique, c'est évidemment là, les premiers organismes qui vivaient dans un environnement où l'oxygène était presque inexistant. Donc, et ça nous amène évidemment aux radiations UV qui permettent de recombiner les atomes en mixture d'eau, d'ammoniac, hydrocarbures, et ainsi de suite. Donc, ça nous amène un peu aux origines. C'est pour vous donner un petit peu là, les origines de la vie. Et ici, c'est pour vous montrer la formation des protéines à partir des chaînes d'acides aminés essentielles pour les premiers organismes vivants. Donc, les protéines en question ont pu se former grâce à différentes conditions environnementales puis processus chimiques. Vous les avez ici. Donc, l'augmentation de la température, faible température ensuite, l'évaporation, gel et glaciation, réaction chimique, particules argileuses, formation de la pyrite. C'est tous des éléments là, qui sont liés à ça. On a parlé tout à l'heure des chaînes d'acides aminés. Donc, c'est la formation des premières protéines, donc composées d'acides aminés probablement facilitées par des conditions spécifiques, on l'a dit. Donc, mais si on revient à cette période-là, où la vie primitive a-t-elle pu se développer? Ben, probablement sous la surface de l'eau ou sous les roches, c'est ce qu'on pense. Donc, probablement protégé par des radiations ultraviolets, donc les UV émises par le soleil à l'époque, c'est ce qu'on pense. Donc, ça aurait été là que ces premières traces-là se seraient fait. Et bon, ensuite, toute la question des premiers organismes anaérobies, bien évidemment, là, les organismes primitifs en question, c'est des bactéries anaérobiques. Les premiers organismes vivants sur Terre se sont développés dans ces environnements d'oxygène-là. Et juste ici, ben, regardez, on va vous montrer là, un peu la succession, hein, on l'a vu, la formation de la couche d'ozone, disparition des bifs, ensuite oxydation du fer et développement des métabolismes aérobiques. Donc ça vous donne un peu là, toute la séquence jusqu'à les deux types fondamentaux de cellules, donc les prokaryotes et les eukaryotes. Donc les prokaryotes sont les plus anciens organismes vivants. Ça comprend principalement des bactéries et des cyanobactéries. Leur taille est vraiment petite, là, on parle d'environ 1 à 10 micromètres. C'est une ADN circulaire, sans noyau ni membrane, versus l'eucaryote où là, c'est des cellules plus complexes, un peu plus grosses aussi, donc de 10 à 100 micromètres. Il y a une ADN contenue dans un noyau entouré d'une membrane, donc on voit l'évolution. Donc c'est un peu les deux, ce sont les deux plus importantes. Donc prokaryotes, eucaryotes, vous les avez juste ici. Donc ici vous avez des fossiles archéens, donc les plus anciennes se trouvent dans les roches sédimentaires, des stromatolites. On en a au Québec des stromatolites, hein? C'est des structures organo-sédimentaires. On pensait qu'ils avaient disparu de la surface terrestre, mais on en a retrouvé en fait des vivants actuels en Australie. Donc il y en a toujours. Et évidemment, au niveau de l'archéen, il y en avait également. C'était plus abondant dans les roches protérozoïques qu'archéennes, donc des roches un peu plus récentes. Donc voilà. Autre forme de vie archéenne, ben, il y a les filaments d'algues fossiles qu'on retrouve. Il y a des structures bactériennes également qu'on retrouve au niveau de l'Afrique du Sud. Il y a des fossiles de molécules en Australie. Donc je vous ai mis un peu là, tout ce qu'on retrouve en termes de découverte là, au niveau des différentes formes de vie apparues au protérozoïque. Donc voilà, première découverte de fossiles précambriens en 1953. Donc voilà, et bon, les fossiles protérozoïques, vous avez des acritarches juste ici, donc des microfossiles unicellulaires sphériques. Donc je vous en ai mis quelques-uns, hein. Ils sont disparus à l'ordre officier.
notamment. Donc, juste pour vous mettre dans le topo, l'océan de Montréal, les calcaires de Montréal et d'âge ordovicien, c'est disparu là. Vous avez d'autres traces ici d'animaux multicellulaires qui nous amènent aux exemples des fonds de Diacara que j'ai eu la chance de visiter. Donc, ce sont des empreintes d'organismes mous trouvés pour la première fois en Australie. Des petits coquillages, des petits animaux fouisseurs. On en retrouve des faunes au Canada. Je vais vous le montrer dans quelques instants. Donc, la plupart de ces organismes vivaient dans des environnements marins peu profonds, sur des fonds marins, pas très sablonneux, vaseux même. Leur mode de nutrition reste en fait un peu hypothétique. Là. Certains pensent que c'était des nutriments directement à travers les surfaces corporelles. Ils se nourrissaient en fait de ce qu'il y avait au niveau des fonds marins. Bref. Et je vous dirais que la disparition est un peu mystérieuse. On va l'aborder, mais c'est disparu peu avant ou pendant l'explosion cambrienne, il y a environ 541 millions d'années. On n'en a pas retrouvé de ces faunes-là qui plus jeunes que 541. On en a au Canada, donc si un jour vous allez visiter Terre-Neuve, c'est un site de l'UNESCO. Ce sont des photos là, que j'ai prises lors d'un camp de cartographie géologique qu'on avait fait à l'UQAM il y a longtemps. On a eu la chance. Donc, il faut même marcher nu-pied sur ces roches-là pour ne pas les abîmer. Vous avez ici un peu une photo, encore d'une fois. Ça, c'est une photo prise au niveau de la péninsule d'Avalon à Terre-Neuve. On voit que c'est associé, ces fonds-là, à un contexte post-glaciaire. Donc, on voit qu'il y a des roches ici, le dépôt glaciaire, des turbidites. C'est un peu tout ce qu'on a abordé tout à l'heure. Lorsqu'on a abordé les événements précambriens Snow Alert. Contexte stratigraphique qui est encore une fois toujours lié à la région de Saint-John. Donc, ces tillets-là sont juste à côté des fonds de Diacara. Donc voilà, vous avez ici des images un peu de la variété qu'on peut observer fossilisée dans la région, notamment de Terre-Neuve. Ça ressemblait beaucoup à ça, ce qu'on a vu. Vous en avez d'autres ici, regardez, ce sont mes propres photos, donc vous voyez des images là, associées à ça. Donc voilà, ça met un peu en lien à ce que je vous disais, est-ce qu'il y a eu des prédateurs naissants, pourquoi ces fonds-là sont disparus. C'est toujours quelque chose de très étudié par la communauté scientifique. Très attention si les collectionneurs sont à la recherche de ce type de roche-là, c'est très convoité, donc voilà. Donc, ça fait un peu topo sur tout le contexte du Précambrien. Donc, sur ce, je vous dis à cette semaine et à une prochaine capsule.